l'accélération, elle est là, la victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui. Il a été énorme, Julien Alaphilippe, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné un Français en jaune. Allez là-bas, petit couche sur un manche, forcément. On est célébré. 23h minuit, c'est l'heure du Campus Sport Club. Bonsoir, et oui, on nous entend. On est de retour. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle émission du Campus Sport Club sur Radio Campus. Normalement, vous nous écoutez soit en DAB+, soit sur campuslille.com, et de nouveau sur 106,6 FM. Il y a je vois Ellie qui me fait un petit sourire, il est tout content. L'annonce est... Waouh, on est là. Elle est content. Oui, on est de retour. Vous avez écouté juste avant la 87e, je crois, émission de Chrysanthème sur le vent et la tempête. Hein, on se refait pas, on attaque le mal par le mal, c'est bien, merci beaucoup. Et nous, on va parler pour 1 heure d'émission, donc ce soir, comme d'habitude, une spéciale Jeux Olympiques, puisque pour ceux qui se seraient cachés dans une grotte, dans la grotte de Lascaux, ou ailleurs dans le trou du cul du monde, qui n'auraient pas vu qu'il y avait eu 2 semaines de sport à l'autre bout du monde, en Chine, plus précisément à Pékin, pas vraiment Pékin, puisqu'on va en reparler peut-être un petit peu, mais il y avait donc les Jeux Olympiques d'hiver, où on a quelques Français et Françaises qui ont fait parler d'eux, qui ont brillé, qui ont fait des belles choses, qui ont fait de moins belles choses, et donc on est là pour en parler tous ensemble pendant 1 heure. Et tous ensemble, j'entends par là avec Sophie, avec Ellie, bonsoir à tous, avec Maël, salut, qui a dû se bagarrer avec Ellie pour être aux commandes ce soir. Moi ça va très bien. Mais ça va être soft. C'était plutôt l'inverse, on s'est plutôt bagarré pour qui ne passerait pas, mais c'est pas très grave. Il a gagné. Oui, il a gagné. Pendant la première musique, vous pourrez alterner, ça pourra faire un changement. Oh non, c'est bon. Il y reste Hugo. Bonsoir à tous. Qui fait le plaisir d'être là. Moi j'ai arbitré le combat, l'octogone. Et alors ? Bah, regardez où est Maël. Alors, tu sais quoi, l'œil au beurre noir aurait pu me donner un indice. Et oui. En même temps, entre le rugbyman et le cliché de League of Legends, il n'y avait pas vraiment match, malheureusement. Je suis taquin, mais je vous aime bien. Et puis, je finis par Audrey, pardon. Bonsoir à tous. Voilà, la pauvre, sinon j'allais l'oublier. Je vous propose donc de revenir ce soir sur les Jeux Olympiques d'hiver, session 2022 Pékin. On va commencer très très simplement, brièvement, par un petit bilan simple, très très large et exhaustif entre nous. Déjà, par exemple, à qui cette quinzaine a vraiment plu, a vraiment donné l'envie et l'engouement parmi vous? Alors moi, mais je sais pas si je suis biaisé ou pas. Voilà. Pour la petite précision, Ellie est un cas un peu à part, puisque Ellie a décidé de consacrer ces 2 semaines de février. Tout à fait. Une semaine de vacances. Voilà, donc c'est pendant les Jeux du 5 au 20 février, Ellie était tous les jours à fond sur les Jeux pour vous faire un recap sur une chaîne Twitch dédiée. Exactement. Ellie JO. Tout à fait. Pendant 1 heure. On a fait ça et donc un peu biaisé le regard là-dessus. D'ailleurs, t'as vécu à l'heure chinoise pendant 2 semaines. Un petit peu. Les vacances, c'était dur. C'est bizarre, je crois que les cernes sont encore chinoises. Oui, mais elles sont là à l'année. Je reconnais ça. Oui, donc Ellie, a pas mal apprécié. Ouais, c'était bien. C'est vrai que nous, on n'a pas pu faire un suivi extrêmement assidu, surtout que pour nos emplois du temps, il est vrai qu'on a eu 1 semaine, on va dire, dite de pause, mais une autre semaine où on a eu des obligations de travail, et comme on l'a précisé, mais c'était à Pékin, ce qui insinuait que Ellie, tu peux peut-être m'aiguiller, mais le début de la prise d'antenne des premières épreuves, c'est aux alentours d'1 heure. 2 heures, ouais, c'était ça. 2 heures. Et ça se finit vers 15h. C'était ça, grand max. Les épreuves finissaient à 14h30 souvent, ouais. Mais France Télé poussait jusqu'à 16h30. Pour des débriefs. Mais voilà, exactement. Voilà. Des rubriques, des rediffs. Exactement. Pour courir jusqu'au JO Club. Exactement. Donc il fallait avoir des grasses maths pour profiter un petit peu. C'est ça. Je ne me suis pas levé tous les jours à 2h. Je peux rassurer tout le monde. On se souviendra d'un message en privé. Non, mais finalement, j'ai repoussé à 8h. Oui, voilà. On le sait bien. Non, puis c'est vrai qu'on va revenir là-dessus, puisque j'ai demandé à l'équipe quelques tops et flops concernant cette édition qu'on reverra au compte-gouttes, mais ça n'a pas forcément été une édition déjà acclamée à l'avance, avec un boycott diplomatique pour certaines grosses puissances, grandes nations, anglo-saxonnes surtout. Hein, c'était Royaume-Uni, États-Unis, Australie, surtout que c'était manifesté. Le Canada aussi. Le Canada aussi, donc forcément anglo-saxon. Et puis nous, pour la délégation française, donc du coup, ça s'est plutôt bien passé.
Oui. On visait, Roxana Maracineanu avait annoncé pour 15 médailles. On en ressort avec 14. C'est bien. Mais est-ce que c'était les 14 attendus ? Et c'est là la question aussi. On va revenir là-dessus ce soir. Mais... Globalement, oui, c'était à peu près les 14 attendus. Bon, il y a eu une ou deux déceptions sur lesquelles on va revenir, je pense, tout au long de l'émission. Mais une ou deux surprises qui ont compensé les une ou deux déceptions. Aussi, on peut pas vraiment dire que... Enfin, en tout cas, on peut pas vraiment être extrêmement déçu de ce bilan, quoi. Ça reste un bilan vraiment très correct. Sachant qu'on fait aussi 5 médailles d'or, qui est le record qu'on a fait jusque-là aussi, en égalant celui de Pyeongchang. Effectivement, 5 or, 7 argent et 2 bronzes pour être précis. Je vous propose donc qu'on commence, puisque je vous ai aussi demandé à chacun de choisir un Français ou une Française médaillée. Et un peu au hasard, j'ai envie de demander à Ellie, comme monsieur a suivi assidûment. Pas de souci. Alors, il n'est pas médaillé, le mien. Parce que non, c'est vrai. Par contre, Louis, toi, tu as le seul nom médaillé. Mais il a une très très jolie histoire. C'est Kevin Rolland. Il a 32 ans. C'est un skieur de halfpipe. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le ski ou le snow. Mais là, en l'occurrence, c'est le ski. Dans un tube en forme de U, et l'objectif c'est de faire le plus possible de figures et d'avoir la meilleure note. Et notre Kevin, c'est un champion qui a un palmarès complètement dingue, un champion du monde junior en 2007, champion du monde chez les grands en 2009, 3 petits globes de cristal de halfpipe en 2009, 2016, 2017, 3 médailles d'or aux X Games, les jeux d'hiver des skis acrobatiques notamment, des sports extrêmes, médaille de bronze à Sochi en 2014, vice-champion du monde en 2019, mais sa belle histoire, ça vient d'une terrible chute à La Plagne le 30 avril 2019. Il avait pour objectif, Kevin, de battre le record du monde du saut le plus haut dans un quarterpipe. Donc halfpipe c'est le U, quarterpipe c'est la moitié, facile. Et en fait, il atterrit sur le mur, sur le haut du mur, après être montré à 12 mètres. Il est transporté à Grenoble au CHU. Il a le bassin fracturé, les côtes qui ont perforé ses poumons et le pancréas, avec un traumatisme crânien en bonus. L'expression frôler la mort porte bien son nom. Finalement, il sort du coma au bout de 3 jours. On lui annonce qu'il pourra plus jamais skier. Mais tel un phénix qui renaît de ses cendres, Kevin, c'est un grand champion. Il a accompli des miracles avec son staff médical. Il va se reconstruire et revenir au plus haut jusqu'aux Jeux de Pékin, où il est notre porte-drapeau, et il termine en finale à la 6e position, ce qui est vraiment excellent. Et au final, donc, il n'a pas encore déchaussé les skis, mais il va continuer de s'épanouir loin des compétitions avec des vidéos. Du côté artistique, il va créer des vidéos de ski. L'ensemble de cette... Enfin, j'ai l'impression qu'au final, sur ces Jeux de Pékin, on a vraiment bien mis en avant, avec aussi de nouvelles disciplines, de nouvelles épreuves, ces sports de ski ou de snow, freestyle, acrobatique, avec beaucoup de pirouettes. Et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont suivi quelques-unes des épreuves d'halfpipe. C'est surtout que, contrairement aux autres années, on avait, j'ai l'impression, un peu plus de Français et en lice, et des gens un petit peu plus, entre guillemets, bankable. Je pense notamment à Tesla 2 ou même à Kevin Rolland qui a une superbe histoire. Donc forcément, ça incite, je pense, le grand public un peu plus à aller voir des compétitions. Et puis je pense avant c'était aussi réservé aux X Games, et c'était tout ce côté spectaculaire au final qui n'était pas trop dans l'esprit des jeux. Maintenant on le voit avec l'évolution qu'ils ont pris avec les jeux à Tokyo, avec le skate, avec le breakdance à Paris. Au final il y a tous ces sports un peu, le surf tout à fait, pas forcément extrême pour par exemple le breakdance, mais plus spectaculaire, plus artistique. Oui, c'est ça, il y a la fibre artistique qui était un peu plus... Et au final, comme c'était pas la première année qu'on voyait ces figures, au final on est habitué à voir ces sports acrobatiques, en tout cas aux Jeux d'hiver. Et du coup, voilà, on les a beaucoup vus, c'est vrai. À titre perso, moi, c'est un truc avec lequel j'ai un peu du mal, parce que sur des épreuves comme le halfpipe, par exemple, on nous sort des noms de figures qui sont... Enfin, c'est très peu accessible. C'est pas comme une course, quoi, ou juste la descente, où c'est celui qui fait le meilleur chrono qui gagne. Voilà, ça reste quand même relativement simple à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît pas la discipline. Là, ça nécessite quand même une initiation, des connaissances, et puis même, je trouve que... Alors, c'est pas du tout pour remettre en question la capacité des jurys, mais
Il y a une part d'interprétation, je pense aussi, de la part des jurys, qui peut parfois faire polémique. Là, le but, c'est pas du tout de l'en faire, mais c'est juste de dire que voilà, ça reste de l'art, donc c'est moins pragmatique qu'une course où le premier qui franchit la ligne, il a gagné, point, quoi. Il y a aussi tout ce côté de notation avec des jurys, comme je l'ai dit. C'est pas quelque chose auquel je suis très familier. Ça veut pas dire que j'aime pas, mais ça me fait toujours un peu bizarre. Alors, c'est vrai que pour ce qui est de ces sports-là artistiques, comme tu dis, il y a combien de jurys en halfpipe? Ils étaient 5 ou 6, ouais, je dirais, peut-être 6. Au moins 6. En tout cas, le système de notation souvent consistait à éliminer la note la plus basse et la note la plus haute pour essayer de chercher une équité et une moyenne au maximum chez les juges. Et comme tu dis, c'est vrai que par rapport à une course, du moins, par rapport à quelque chose où c'est simple, c'est premier arrivé, premier récompensé, là aussi, il y a toujours ce côté un peu aussi ambivalent. On voit aussi la nationalité des jurys, on peut se dire toujours, ouais, ça peut jouer parce qu'ils ont décidé de prendre un panel où forcément c'est des nations qui s'y connaissent. Ah, et aussi, dans certaines épreuves, il y a aussi des jurys qui ne sont pas spécialisés forcément dans la discipline même, ou du moins dans tous les secteurs de la discipline. Il n'y a pas ceux qui, par exemple, pour ce qui était du ski de boss, j'avais cru lire qu'il y en avait certains qui étaient spécialisés pour les sauts, mais qui n'avaient quasiment pas, qui n'avaient pas de, on va dire, je sais pas comment on pourrait dire ça, c'est pas de diplôme, c'est pas de qualification, du moins pour ce qui était de la partie boss, par exemple, ou de la gestion de la descente. Ouais, du coup, ils notent que les sauts. Ben voilà, en fait, du coup, voilà, les jurys sont assez. Oui, là, pour le coup, c'est plutôt bien, c'est plutôt logique. Voilà. Et là, il y a une question de pourcentage, donc c'est un peu nuancé encore. Voilà. On va avancer. Je vous propose un premier top ou flop de quelqu'un. Audrey, est-ce que tu avais un petit top, toi, sur cette quinzaine? Je voulais essayer de faire un peu original. Oh là, attention. oh là, non. Alors non, tu n'as pas compris l'émission. Non, mais je trouve que c'est aussi une belle histoire parce que ce qui m'avait fait beaucoup de peine pendant les Jeux, c'est quand c'était en ski de fond individuel, Lucas Chanava et Richard Jouve, ça avait été très dur. J'y connaissais rien en ski de fond et finalement les voir là hyper peinés et je connaissais ni leur palmarès ni leurs ambitions. Et finalement, ça m'avait fait de la peine. Et donc, finalement, au relais masculin, j'ai trouvé ça vraiment une belle histoire qu'ils aillent chercher un peu cette tradition de la médaille de bronze qu'ils avaient déjà conquis aux 2 éditions précédentes. Et je trouve que c'était vraiment important pour eux. Ça représentait beaucoup. Et je trouve que c'était un très beau moment. Et malgré la déception aussi après du relais sprint où ils étaient à 2 avec Richard Jouve et Hugo Lapalu. Et Richard Jouve qui avait fait des relais assez dingues, mais après ça n'avait pas suivi. Et donc oui, je trouvais ça important. Enfin, je trouvais ça beau pour eux qui ramènent une médaille de ces Jeux, malgré toutes les déceptions qu'ils ont pu vivre en individuel. Voilà. C'est vrai, il faut pour rappel, en plein milieu de la quinzaine, le 13 février précisément, on a eu notre journée avec le plus de médailles, 3 médailles, dont cette médaille de bronze du ski de fond avec le relais homme, donc avec Richard Jouve, Hugo Lapalu, Clément Paris et Maurice Magnifica. Et il faut le dire aussi, on n'était pas, très peu d'entre vous, je pense, ont pratiqué des sports d'hiver. Donc la plupart des disciplines ou des épreuves, on est aussi un peu des non-initiés. Ouais, moi, le half-pipe. Ah oui. Alors, comment ça, tu connais pas les double 1080 corps? Je suis un déglingo. Les seuls half-pipe que j'ai fait, c'est peut-être avec mes Hot Wheels, avec mes doigts. Ouais, les tech decks. Voilà, les tech decks, ça va pas plus loin que ça. Non, mais c'est vrai qu'on était pour quelques disciplines non-initiés, donc on avait aussi un regard un peu spectateur, supporter des fois, et puis de juste le petit côté fier de voir la performance du français qui est forcément mise en avant par nos antennes. Mais même le ski que tu pratiques quand tu pars en vacances, ça n'a tellement rien à voir avec le ski que peut faire Pinturo sur un géant. C'est quoi? C'est des pointes à 115 minimum. À vitesse humaine, c'est impressionnant. Mais pour rebondir sur ce moment-là de ski de fond avec ce triplé de bronze, puisque bronze en 2014, bronze en 2018, bronze en 2022, il pourrait viser l'argent quand même un jour. Mais ça a failli en vrai. Ça a failli, bien sûr. Et même il a attaqué à un moment le Norvégien Kleibo à un moment. Ça n'a pas fonctionné. La joie des 4 à l'arrivée, c'est une des plus belles joies que j'ai vues des médaillés. C'est vrai qu'elle était très jolie. Tu sens qu'il y a une cohésion, qu'il y a une. Là aussi. La revanche aussi. C'est là aussi où je rebondissais sur ce que tu disais juste avant par rapport à ces épreuves artistiques. C'est que c'est de la notation. Au contraire d'une course où forcément il y a une finale où il y a un enjeu où tu vois le résultat. Là, il y en a certains qui sont, on va dire,
premiers provisoirement au classement, mais qui sont obligés d'attendre. Et aussi, je trouve que ce sentiment de joie, il y a eu ça au biathlon avec Quentin qui arrive avec le meilleur temps et au final qui est obligé d'attendre pour sa médaille d'or sur l'individuel. Non, ça c'est l'individuel du coup. Oui, l'individuel. Mais pour en tout cas toutes ces disciplines artistiques, si je ne me trompe pas, mais généralement, voilà, on est obligé d'attendre l'ultime passage pour enfin être certain ou s'assurer de quelque chose. Tout à fait. Un deuxième petit français, une deuxième petite française, Pique-Nidouille. Hugo, il me regarde, il me foudra du regard. J'aurais peut-être pas dû, moi. Il faut en parler puisque c'est notre dernière, c'est la 14e médaille. Oui, la dernière médaille, et en or. Fait. Et elle nous permet d'être 10e au classement. Et glanée par une femme, celle-ci, c'est Justine Brezaz-Bouchet, donc qui a glané son premier titre international majeur pendant ces Jeux, alors que personne n'avait absolument misé sur elle au début de ces Olympiades. Mais pourtant le vent s'est invité dans sa course et a tout chamboulé, un petit peu comme de partout et dans toutes les courses de biathlon de toute façon, qui se sont déroulées dans des conditions assez particulières, parfois même souvent extrêmes, avec des températures très très basses, parfois qui allaient jusqu'à des moins 15, moins 20 degrés et des vents impressionnants. On a vu les athlètes se patcher le moindre petit centimètre carré de visage pour essayer de ne pas ressentir le froid. Mais pour en revenir à notre championne, donc elle s'est quand même entourée sur son podium de 2 grands noms de sa discipline, 2 Norvégiennes qui deviennent de plus en plus incontournables. Et pour vous faire un petit peu le fil de sa course, en fait, elle part doucement et elle arrive sur son 3e tir, le tir qui va être décisif pour cette course-là. Elle a 1 minute de retard sur les 2 Norvégiennes qui l'accompagneront ensuite sur le podium. Mais les 2 Norvégiennes ont pioché 2 fois, n'ont pas réussi à descendre 2 et 3 cibles chacune, et donc vont devoir faire 2 et 3 tours de pénalité quand Justine arrive sur le pas de tir et elle descend et blanchit ses 5 cibles sans complexe dans des conditions atroces de vent qui doivent absolument être difficiles à gérer et du coup relance sa course alors que ses 2 adversaires sortent à peine du tour de pénalité et ensuite s'en va glaner sa victoire à la fin du dernier tir. C'est une très très belle, donc inattendue comme tu dis. Complètement. Chez les tricolores, on avait donc Justine qui est quand même excellente sur les skis. Ça c'est. Oui, mais par contre sur le tir, sur les skis. Tu vois, autant là elle a fait étonnamment, et c'est pour ça qu'elle n'était pas favorite. Elle a fait étonnamment un très bon tir. En plus des conditions. Sur son 3e, mais alors pour le coup même sur le reste, parce que si tu termines premier, c'est que tu as fait quand même des tirs assez bons, surtout dans ces conditions comme tu dis. Mais oui, sur le ski, elle est plutôt bonne, mais vraiment, par contre, c'est son irrégularité, elle la paye de ses mauvaises prestations sur le pas de tir. Et puis à noter que c'est donc l'épreuve de mass start. Oui, donc pardon, j'ai pas dit que c'était sur la mass start exact. Départ massif, et c'est vrai que c'est assez impressionnant aussi, et on est sans cesse avec les concurrentes de devant et de derrière avec soi. Du moins sur le départ, forcément, puisque c'est le principe. C'est vrai qu'il y a toujours du monde. Mais déjà, le premier exercice de tir, ça doit être assez spécial, d'entendre aussi les cadences adverses. Et elle le rate, elle fait 2 fautes, il me semble. Et c'est presque quand elle se retrouve isolée qu'elle est à même d'être la plus... Mais en plus, de mémoire, alors j'ai pas vérifié, mais de mémoire, il me semble que c'est pas elle qui fait le moins de pénalités. Elle pêche pas mal quand même. Effectivement, elle se rattrape sur les skis et malgré les conditions, elle arrive quand même à le faire. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment impressionnant dans sa course, dans son parcours. Et c'est ce qui prouve aussi que c'était des conditions très difficiles parce que de mémoire, toutes les concurrentes ont vraiment fait pas mal de fautes, surtout dans le haut du tableau, parce que bon, qu'il y ait beaucoup de filles ou d'athlètes qui fassent une quinzaine de tirs sur les 20, même à partir de 15 tirs sur les 20, c'est plutôt commun. Mais quand on rentre dans le top 10 et que ça reste quand même dans ce niveau-là, et qu'il n'y en a pas un qui finit avec 18, 19 ou 20 tirs rentrés, c'est assez rare sur ce niveau-là. Et ça prouve vraiment que les conditions étaient atroces. Je viens de vérifier, il y a 4 fautes pour les 3 sur le podium. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et à titre de comparaison avec les autres françaises, Julia Simon, c'était 6 fautes. Et Anaïs Chevalier-Boucher, 5 fautes, mais à plus de 3 minutes quand même. Donc sur les temps de ski, on voit qu'il y a une nette différence. Et puis Anaïs Bescon, 10 fautes, donc qui s'est très vite dit, il n'y a aucune chance. Ouais, c'était un peu un calvaire. Ouais. C'était difficile.
Merci. Même tous les jeux pour Anaïs, ça a été compliqué. C'était compliqué. Je vous propose de marquer une petite pause. Ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes. Et puis pour nos auditeurs, on va en profiter aussi. Si je ne me trompe guère, la première musique, c'est de Justice. Si tu peux me confirmer, Maël. Tu m'as pas mis le nom. J'ai juste le titre de la chanson. J'ai pas le nom de l'auteur. Donne-moi voir le titre. You and Me, alors voilà, c'est ça. J'ai décidé celui-là en premier. C'est vrai parce que vous allez comprendre la logique du deuxième après. Très très biscoté, comme à mon habitude. You and Me, c'est simplement pour faire écho à la chanson pseudo-officielle des derniers JO qui étaient à Pékin, puisque Pékin est la seule ville donc, de l'histoire à avoir accueilli pour l'instant été comme hiver. Et donc cette chanson est tout simplement celle des Jeux d'été de Pékin 2008, qui ont commencé un 8 août 2000, le jour de mes 8 ans. Et ouais, 888, bang bang. On s'écoute ça. On était en train de parler en off de date de naissance. Voilà pourquoi je rigole comme un bebeu. On poursuit cette heure spéciale Jeux Olympiques de Pékin 2022. L'heure fuse extrêmement vite et je me rends compte aussi qu'on avait bien aimé avoir 2 heures pour faire déjà un récap de 2021. Mais même là, une quinzaine, ça prend pas mal de temps si on veut en parler. J'ai envie qu'on démarre avec un nouveau top flop à votre guise, hein, bien sûr. Vous pouvez choisir.
Est-ce qu'on peut faire le rebond sur le top d'Audrey juste avant la pause musicale, un flop pour l'un de vous, peut-être d'après vous un des plus gros flops qu'il y a eu sur cette quinzaine? Alors moi j'ai une idée, mais c'est juste que ça concerne France Télévisions. Ah ben on peut parler médias, structure. Moi j'ai les flops, c'est aussi les lieux d'accueil des sportifs. Je doute pas. Mon flop concerne un ancien patineur. Je doute pas que Philippe Candeloro soit un bon expert dans son domaine, mais faut qu'il arrête quoi. C'est bon, stop. Les commentaires qu'il fait. Disons qu'on est en permanence à la limite de la glissade. Alors il y a peut-être une compétence technique vraiment intéressante, mais et là c'est figurativement. Je crois qu'il y a des fois c'est plus que border, il a franchi la ligne. Je crois qu'on est à 2-3 jours sur les jeux. Je zappe. Il y a France Télé qui fait la bascule tranquillement à 8h ou 10h du matin et la présentatrice qui appelle Nelson Montfort et Candeloro comme c'était le début de certaines épreuves. Et t'avais l'impression d'entendre deux gamins qui étaient contents de se retrouver et tu te dis ils sont vachement copains. Hein. Ah non mais bien sûr, mais tu te dis attention les gars, pas roue libre. Oh là, ça n'a pas duré. 30 minutes. À un moment donné sur du curling, il a quand même osé faire la vanne. Enfin je veux dire. Que tu la fasses comme ça dans un dîner, d'accord, mais enfin, la faire à la télé, sur le seul média qui va diffuser. Il a fait la vanne quand même de comparer le curling à la pétanque. Non, mais tu le fais en privé, mais tu le fais pas à la télé, au JO Club. Je veux bien qu'il y ait quelques personnes, quelques téléspectateurs qui ne savent peut-être pas tout du curling, mais tout de même, oui. Je sais plus quels étaient les termes, mais c'était vraiment très maladroit. C'était pas fait mais bien sûr. Ceci dit, tant qu'on parle de curling, gros respect à Claude Aymar qui commentait le curling. Attends, c'était mon top ça. Tu spoil. Autant enchaîner, mais pour le coup, vraiment, moi j'ai adoré regarder du curling. On va pas faire tous les tops et les flops. Alors, on pourra pas tous les faire, mais voilà, en tout cas, moi c'était un de mes tops le fait de regarder du curling et d'apprécier, j'étais très surpris. J'adore le curling. Franchement, c'est toujours une de mes disciplines les plus haletantes parce que j'ai jamais l'occasion de me dire je vais en voir, je vais tomber dessus, j'aimerais vraiment aller. Comment veux-tu tomber sur du curling? Non mais tu sais que c'est une des sur les 15 disciplines des sports d'hiver, typiquement, c'est vraiment celle que j'ai envie d'essayer un jour. Ouais. J'ai vraiment envie d'un jour de faire une. Oui, parce que du coup, il n'y a qu'une chaussure qui glisse. Et ouais, ça apparemment. Tu passes déjà une demi-journée à comprendre comment faire pour marcher sur la glace. C'est ça, parce qu'il y a une chaussure qui glisse, pas l'autre. Et... je savais même pas, tu vois, qu'il y avait une chaussure qui glissait et l'autre qui glissait pas. Donc, tu le devines, mais. Et puis on a eu droit à un Américain qui a fait un peu parler de lui par Hamilton. L'Américain Hamilton, le moustachu beau, fumulé. Qui nous fait penser à nos plus grandes stars françaises. Il manquait plus que avec le tatouage avec le drapeau des confédérations, l'armée confédérée. Mais c'était pour la bonne cause. Il coupait pas ses cheveux tant qu'il n'avait pas récolté assez d'argent pour une cause. Je crois que c'était un des cancers pour les enfants. Donc une jolie cause. Voilà, notre Ellie spécialiste qui était là. J'interviens. Je propose qu'on avance, un nouveau petit portrait. Sophie, est-ce que tu as un petit nom, toi? Moi, j'ai même 2 petits noms pour vous ce soir. Oh là là. Je fais toujours plus. J'ai Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Donc, les 2 patineurs, les plus grands patineurs français de ces 90 dernières années, selon l'équipe, quand même. Ils se sont rencontrés il y a 20 ans, parce qu'ils étaient tous les 2 en patinage artistique à Clermont. Et c'est la mère de Papadakis, Gabriela Papadakis, qui a décidé de les mettre ensemble et qu'ils forment un duo. Donc ce duo a tout de suite très bien marché, malgré leur jeune âge, puisque Gabriela avait 9 ans, lui il n'avait que 10 ans. Et ils ont commencé petit à petit à faire des podiums, et c'était une symbiose entre les deux. Tout de suite, c'était les prodiges français. Ils se complétaient, puisque elle était forte en rythme, et lui, il avait la souplesse. Et donc ils ont tous les deux réussi à s'improviser, se développer ensemble. C'est en 2015 que le tandem se révèle. Le 27 mars 2015 à Shanghai, ils deviennent champions du monde de danse sur glace pour la première fois de leur carrière, 7 ans après le dernier sacre d'un couple tricolore. On a attendu longtemps, mais ils étaient là. Et le couple a failli tout perdre en 2015 après leur premier sacre, lorsque Gabriela Papadakis fait une chute sur la tête lors d'un entraînement. Elle est victime d'une commotion cérébrale et elle reste plusieurs minutes sans pouvoir bouger ni parler. J'ai l'impression que ça revient assez souvent, cette histoire de blessure. Et ensuite, ils ressortent en indemne. C'est comme, j'ai oublié son nom, au Rio 2016, le gymnaste français Saïd. Samir Aït Saïd. Samir Aït Saïd, avec ça. Oula, je n'ai pas envie d'en reparler. Continue donc. Voilà, en tout cas, elle a fait une commotion cérébrale et elle s'en est sortie. Elle est restée.
Elle est restée assez longtemps quand même sans pouvoir bouger ni parler, mais ensuite elle a renfilé ses parfums, ses patins. Ses parfums Ça va pas, il est 23h, c'est dur. Elle a suivi sa rééducation et moins d'1 an après, ils ont remporté une nouvelle couronne mondiale. En 2018, ils ont raté de peu la médaille d'or à cause d'une petite histoire débile, puisqu'il y a sa robe qui a commencé à se dégrafer. À l'arrière, ouais. C'est Philippe Candeloro. Ce vicieux. Toujours là. Mais ils ont eu leur revanche, puisque là, ils ont gagné la médaille d'or et ils ont battu leur nouveau record de points, qui était à 226,98 points, donc un nouveau record du monde et leur nouveau record à eux. Eh bien, ils ont battu leur record du monde. Ça montre aussi que c'est peut-être la médaille d'or des médailles d'or. C'est vraiment c'est pas qu'un simple succès. Tu n'as pas simplement battu tes adversaires, tu as battu la concurrence. T'es au-dessus du lot. Ils ont survolé complètement la compétition. Il n'y avait pas du tout photo. Enfin, il y avait rien à voir. Il y avait un monde entre le premier. Rien que quand j'ai regardé les Russes, je me suis dit, c'est pas mal quand même. Ce qu'ils ont fait, c'est bien. Puis après, tu vois les Français, tu dis, non. Non, en fait. C'est incomparable. C'est vraiment un sport que j'ai du mal à évaluer, ça. Typiquement, ça c'est artistique. Moi, il y a juste Nelson qui dit oui, très très bien la prestation. Oh, c'est génial, ce qu'ils font là. Bravo les Russes. Mais c'est surtout Annick, la personne qui, elle est incroyable. Elle dit ils sont 3e, ils sont 3e, ils sont 5e, ils sont 5e. Elle a d'une précision, c'est vrai que c'est fou. Mais du coup, c'est là où on connaît pas aussi. C'est très codifié. Il y a tant de points une telle figure vaut tel point, et au final, c'est très codifié. Et du coup, c'est entre guillemets facile quand on s'y connaît de donner une note parce que au final il y a ça et il suffit d'additionner. Il faut avoir l'œil quand même parce qu'il y a le hauteur des sauts, il y a le rattrapage. Très fort. Oui, mais ça c'est des choses pour spécialistes à l'œil nu. Voilà, exactement. Et on parle de patinage artistique, mais là on parle de l'épreuve de danse sur glace. Et par contre c'est très beau. C'est vraiment magnifique. J'aime bien aussi le fait d'imposer et puis une thématique ou du moins un choix musical aussi avec un rythme et derrière que chacun arrive à innover selon les chansons. On a l'impression qu'elles diffèrent du tout au tout, mais en fait ils sont toutes en train de respecter les mêmes critères avec les mêmes obligations. Ils réussissent chacun une performance. C'est assez cool. C'est assez cool. Après Candeloro derrière. Casse tout. Allez. Tiens, en parlant de Candeloro, comme on parlait de flop, on va rebondir sur un top cette fois. Un petit top. Maël, t'avais quoi comme top? Eh bien, moi, j'avais le meilleur quadra de France, monsieur Johan Claret. Vice-champion olympique de descente à 42 ans, il me semble, et vraiment 41 ans et des brouettes, 41 ans, ouais. Et je me suis levé à 4h du matin pour regarder sa course, et j'étais très content de m'être levé, pour une fois. En plus, j'ai bien choisi mon jour, parce que c'est le seul jour des Jeux où je me suis levé quasiment. Et ouais, c'est un skieur qui a connu une carrière un petit peu compliquée avec beaucoup de blessures et qui là se bonifie vraiment avec le temps. Et voilà, moi en tout cas, j'étais super heureux pour lui. Donc c'était mon top. Et on était dans les premiers jours. Je lis le 7 février et c'était notre 2e médaille. Et c'est vrai que, à titre de comparaison, la première médaille était à peu près attendue, c'était du biathlon, c'était le relais mixte. Et puis là, on attend quelques jours, on a une journée, on va dire, donc sans médaille, vide le 6, bien que ça soit que le début, déjà la quinzaine, donc tout va bien. Et puis là, on a ce quadragénaire, comme tu dis, qui déboule de nulle part et qui vient piquer cette belle médaille d'argent. Et donc, plus vieux médaillé olympique de l'histoire du ski alpin, et c'est notoire. Et en fait, presque en flop sur le ski alpin, on peut parler d'un peu de Pinturo, mais forcément, Pinturo, c'est surtout qu'il y a un an, pour ceux qui ne savent pas, il a récolté le gros globe de cristal dans sa discipline, donc numéro 1 du classement mondial. Donc, on pouvait espérer il y a un an de se dire, à un an des Jeux, mais c'est incroyable, quelle aubaine. Et puis, sur cette quinzaine... c'est de constater que malheureusement il n'a pas réussi même à tutoyer à caresser le podium en fait. C'est un peu effondré. Après il a été diminué par sa blessure à l'épaule. Il a eu une lourde chute sur la descente. Slalom. Ou slalom peut-être. Mais pas le slalom géant. C'était pas le slalom du combiné? Ouais, c'est ça, slalom combiné. Et là, il y a eu une belle chute. Oui, c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de critiques, je trouve, pendant ces Jeux. J'étais un peu surpris. C'est un des Français pointés du doigt, mais pour pas grand-chose, le pauvre. Je veux dire, voilà, ça reste le plus grand skieur français de l'histoire, peut-être avec Jean-Claude Killy. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que... Ouais, Luc Alphand aussi, qui a gagné effectivement le gros globe, mais... Je pense qu'il faut mettre un peu de respect sur le nom d'Alexis Pinturo, quoi. Est-ce qu'il va pouvoir rebondir dès l'année prochaine ou est-ce qu'il a atteint son apogée un gros globe de cristal? Je pense que c'est difficile à savoir.
Après, avec un peu de repos et avec de la force mentale, moi je crois vraiment en sa capacité de rebondir. Oui, puis on l'a vu, Claret, 41 ans, alors pourquoi pas lui Bien sûr. Encore de très belles années devant lui. Effectivement. On va enchaîner avec un petit portrait d'un nouveau médaillé ou d'une médaillée. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qui veut prendre la parole? Tout simplement. Moi, je peux prendre la parole? Allez. C'est bien parce que je peux rebondir très succinctement sur ce que disait Ellie, puisque moi je tenais à vous parler d'une autre athlète française qui a sûrement obtenu la plus dorée des médailles d'argent, si je puis dire. Tant elle était si proche de son adversaire au point, je vais vous introduire donc la skieuse acrobatique Tess Le Deux. Elle est née un 23 novembre 2001, donc pas du tout ma date de naissance, en Savoie. Elle grandit dans les montagnes donc, de Rhône-Alpes, entourée d'une famille férue de glisse. Et d'ailleurs, je ne vous le fais pas dire, puisque Ellie a introduit tout à l'heure son cousin, Kevin Roland. De toute façon, dans les Alpes. Ouais, mais en Savoie. Les Savoyards. Qu'est-ce que tu veux faire en Savoie? Et donc la petite Tess est déjà très très bien entourée, même d'un champion en fait au final. Et puis donc affaire de famille qui l'amène à s'inscrire au club de La Plagne qui est spécialisé dans le slopestyle. Elle devient par la suite à 16 ans donc championne du monde dans cette discipline et en Big Air en devenant en 2019 la première skieuse sacrée, puisque aussi le Big Air était une épreuve olympique auparavant mais seulement en snowboard. Et donc c'est cette année qu'il a été introduit en ski. Après quelques années donc seulement, Tess est une des meilleures skieuses au monde, 9 épreuves gagnées en Coupe du Monde pour 2 globes acquis et désormais une médaille d'argent à Pékin, après une lourde déception pour ce qui était des Jeux de Pyeongchang il y a 4 ans. Et son armoire à trophées donc, se remplit déjà à vitesse grand V, mais cette performance olympique le mois dernier a peut-être pu lui laisser ce petit goût amer en bouche, puisque je vous l'ai dit, peut-être la plus dorée des médailles d'argent, parce qu'elle perd à 0,75 points, et la manière elle est quand même assez... En fait, c'est fou de se dire que sur le moment-là, tu peux bondir Alors, tu peux être admiratif de la performance adverse, mais perdre sur ça. C'est-à-dire que Tess elle a été la première femme en janvier dernier à réaliser un double cork 1620. En gros, c'est un 4 tours et demi. Avec 2 fois la tête en bas. Avec 2 fois la tête en bas. Elle était la première à le faire. Elle a remporté 2 compétitions de suite grâce à ce style, grâce à ce mouvement qui est un des mieux notés et qui était un des plus performants. Et elle perd sur un double cork 1620 de son adversaire sur sa dernière tentative. De toute façon, c'était le seul saut qu'elle pouvait faire. Et c'était la première fois qu'elle le faisait. C'est la chinoise Eileen Gu qui a quand même raflé donc la médaille d'or, mais qui a quand même eu 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent lors de cette quinzaine. Donc on voit quand même qu'à 18 ans, elle aussi, elle en envoie. C'est clair. On pourrait avoir je pense qu'on peut avoir un beau duel à venir dans les années. C'était mon top. C'était ton top, c'était Eileen Gu. C'était les Chinois. Les Chinois et leur performance, mais on pourra en parler juste après, vas-y, fini. Non, on peut très bien, vas-y, hein. on peut enchaîner, on peut poursuivre là-dessus. Hein. Ben non, du coup, c'était sur Eileen Gu. En fait, les jeux des Chinois en Chine qui sont plus que satisfaisants pour eux, ils ont 15 médailles, dont 9 en or. Et on pourrait dire surtout ça qui est impressionnant, le ratio. 9 en or. Et en fait, c'est ça, ils avaient coché certaines épreuves parce qu'ils sont pas favoris dans tout. Ils ont pas de montagne pour faire du ski alpin. Ils peuvent pas faire de biathlon non plus. C'est drôle pourtant d'organiser des jeux à Pékin, dis donc. Mais par contre, tout ce qui est acrobatique, ils pouvaient le faire. Et ils ont trop de retard aussi en skeleton, luge, bobsleigh par rapport aux Allemands qui ont tout raflé eux. Et donc ils avaient coché leur... C'est peut-être pas très bien de dire que les Allemands ont tout raflé. Mais pardon, mais pas volontaire du tout. Ok, Philippe Candeloro. Sors de ce corps. Et donc non, du coup, ils ont tout gagné les Chinois. Le ski acrobatique sur le tremplin chez les hommes et chez les femmes. Donc Eileen Gu, 3 podiums, dont 2 médailles d'or en Big Air et en halfpipe. Du coup, t'en as parlé. Et puis en short track et en patinage de vitesse aussi, avec Raisin Wei qui sur le 1000 mètres bat le record olympique et du coup remporte le 1000 mètres sur c'est pas le short track, c'était le patinage de vitesse. Non, si, c'était le short track. Et il y a aussi le Big Air en snow, du coup. Ils avaient coché vraiment les médailles qu'ils voulaient et ils les ont toutes eues. Ce qui est assez impressionnant. À titre de comparaison, la Chine en 2018 à Pyeongchang, c'est 16e au classement des médailles, une seule médaille en or et 9 médailles au total. Donc c'est-à-dire qu'ils ont eu autant de médailles en or cette année qu'ils n'avaient obtenu de médailles tout métal confondu
en 2018. C'est énorme. J'ai oublié le couple en patinage artistique qui était ultra favori aussi, Anne et Sui, qui ont vraiment ils étaient favoris et ils ont assumé leur statut. Je suis désolé, j'ai entendu vraiment Anne essuie. Je voulais te demander Anne essuie quoi à la table ou non, c'est non. Désolé. Oh là là, aïe aïe aïe. C'est un ami qui doit fermer ses portes. Candeloro, arrête. C'est une très mauvaise influence là. Hein. Il nous hante cet homme. Mais je voulais revenir donc sur Eileen Gu qui mine de rien est donc sino-américaine et qui a changé de nationalité sportive, qui a acté qu'elle allait défendre le drapeau chinois depuis 2019. Donc aussi, n'avait pas de. C'est aussi une aubaine pour eux. Sachant qu'elle est très jeune, c'est pas comme si elle avait changé en cours de route. Elle a pris la décision au moment où tu dois vraiment prendre ta décision dans ta carrière. Ouais. On dit voilà, aujourd'hui tu vas devenir pro. Ouais. Va falloir décider quel drapeau tu vas défendre. C'était à 16 ans, quoi. C'est 16 ans, elle a acté ça. Et c'est vrai qu'ils ont une seule médaille de plus que nous, mais forcément, avec 9 en or, ils se placent très haut. Ils sont devant les États-Unis, devant la Suisse, devant la Russie, le Canada. Devant nous. Et pour parler Canada qui avait terminé 3e au JO de 2018. Canada, ils ont énormément de médailles de bronze. Je n'ai pas le chiffre là, mais. Et pour parler aussi de ce côté, donc là, comme je rebondissais sur la double nationalité, on a aussi vu dans différentes épreuves et disciplines des personnes d'origine chinoise, du moins, qui concouraient pour d'autres drapeaux, notamment les frères hongrois en patinage de vitesse. C'était justement eux que je pensais en short track. Faudrait retrouver leur nom, mais c'est vrai que. Oui. Et ça montre aussi la puissance et la capacité d'un État à bâtir des champions, quoi. Alors, eux, vraiment, en fait, pour eux, c'est une échéance, quoi. C'est dire, allez, on a 4 ans, on va mettre des moyens. C'est comme toutes les petites disciplines qui sont représentées nulle part autre qu'aux Jeux Olympiques. C'est ce qui permet à ces athlètes-là de vivre et d'avoir des objectifs, de vivre, non, parce qu'ils sont pas tous professionnels d'une part, mais en tout cas d'avoir des objectifs à moyen et long terme dans leur carrière, tout simplement. Ils n'ont pas de Ligue des Champions dans leur discipline, ils ont des compétitions internationales et mondiales, mais qui n'ont pas la visibilité que certaines autres peuvent avoir. Pour les JO d'hiver, on a assez de visibilité en France en tout cas sur tout ce qui va être ski alpin, ce qui va être ski de fond, mais quand tu vas déjà sur le bobsleigh, le skeleton ou la luge dont on vient de parler à l'instant, je pense qu'en Allemagne ça doit être assez médiatisé, alors qu'en France ça l'est absolument pas. Et à part au JO, tu ne le vois pas. Le curling, comme on en parlait tout à l'heure, absolument pas non plus. Alors qu'aux États-Unis, on n'a pas d'équipe de France du tout de curling, c'est ouais, voilà. Décevant. Enfin, on a envie d'avoir. Le hockey sur glace, pareil. Ah ouais, complètement. Le hockey sur glace, on y joue un petit peu en France, mais c'est absolument pas médiatisé. Et alors, on a une équipe de France, mais qui n'était pas aux JO. Je trouve que c'est encore plus marquant aux Jeux Olympiques d'hiver qu'aux Jeux Olympiques d'été, pour le coup. Il y a vraiment plein de disciplines qui sont absolument, qu'on ne voit vraiment que aux Jeux Olympiques. Mais pour parler brièvement de l'équipe de France de hockey, c'est assez frustrant parce qu'il me semble que ça fait 2 fois qu'ils ratent la qualification pour un match. En fait, ils ont une finale à jouer de leur tournoi de qualification olympique et ils le perdent à chaque fois. Alors qu'en plus, il y a eu un championnat du monde qui avait été organisé en France et qui avait provoqué un relatif élan populaire. En tout cas, des gens commençaient à s'intéresser à la discipline, mais malheureusement, le sport, sans participation aux Jeux Olympiques, ce genre de sport pourrait rester un petit peu dans l'oubli. Mais d'ailleurs, la France, on voit vraiment où elle met ses moyens. Nos médailles, c'est biathlon, ski alpin, c'est quand même des gros sports et on a très peu de médailles dans des sports qui sont très peu médiatisés d'habitude. Parce que très peu aussi de candidats en lice, donc oui. Et puis c'est des choses, pas d'infrastructure aussi, pas. Oui. Et puis en France, comme on ne voit jamais de skeleton, quel enfant va dire tiens, je me mets au skeleton la semaine prochaine, sachant qu'il faut quand même avoir les infrastructures. Un club, le mec qui habite à Nantes, le club de skeleton le plus proche, il est très clairement en Allemagne, je pense. Après, si il veut faire du ski alpin à Nantes, il est mal barré aussi. Oui, aussi, mais c'est quand même plus simple. Tu vois, t'as 8 heures de route des montagnes. Et pourquoi pas pourquoi pas, tout à fait, il déménage. On part de la grue Titan, puis tu dévales, et puis tu te dis on se débrouille, quoi. C'est vrai qu'il n'y a qu'une seule piste, il me semble, de luge en France. Je pense que c'est celle de La Plagne qui a été construite pour les Jeux Olympiques de 92, mais je suis même pas sûr qu'il y en a une autre. Ça dit des choses aussi du fait que ça nous intéresse pas en fait. Plaque tournante, forcément, La Plagne aussi, de tout ça. Je vous propose de marquer la deuxième petite pause musicale. Comme ça, on va pouvoir acter le dernier quart d'heure de cette heure spéciale Jeux Olympiques. J'ai choisi une chanson du groupe Justice
groupe français, puisque il est composé de Gaspard Roger et de Xavier de Roné. Et Gaspard Roger, qui est en fait un des rares artistes francophones nés, franc-comtois. Et je voulais faire cette dédicace en rapport à notre jurassien et quintuple médaillé de ces JO, dont on reparlera juste après, Quentin Fillon-Maillet. Je vous laisse avec un des sons de leur album Cross, et on se retrouve juste après. C'était Genesis de Justice sur Skyrock. Non, je m'emporte. Aïe, 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 la mauvaise pub. Aïe, 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 aïe. Mince. Non, vous êtes toujours sur Radio Campus Lille, 106,6 FM. On finit cette émission spéciale JO de Pékin 2022, donc, avec un avant-dernier portrait. En TP, non, avant-dernier. En TP nultième, c'est avant-avant-dernier, je crois. Si je me trompe bien. Donc, un dernier portrait. Je me tourne vers Audrey. Donc, je crois que tu devines que ça va être le tien. Oui. Je vais vous parler de celui qu'on surnomme le Morbac. Alors ça veut dire celui qui ne lâche rien. Parce qu'en fait, on pourrait passer beaucoup de temps à parler de Quentin Fillon-Maillet. Mais si on devait résumer en un mot, et selon tout son entourage, c'est le travail. Parce que ça n'a jamais été le meilleur, même enfant. Et pourtant, il avait ce goût de l'effort. Alors le biathlon et Fillon-Maillet, c'est une histoire de longue date qui commence au ski club de Saint-Laurent en Grand-Vaux dans le Jura. Le Jurassien commence sa carrière chez les seniors il y a 10 ans. Il monte sur le podium pour la première fois lors de la Mastart de Ruhpolding, 2 ans plus tard en Coupe du Monde. Ce sont là les premières lignes d'un palmarès bien chargé qui s'allonge au fil des saisons. Seule ombre au tableau, les Jeux de Pyeongchang en 2018. Un mauvais souvenir que le biathlète a définitivement chassé cette année.
Dans la dynastie du biathlon français, Quentin Fillon-Maillet était destiné à récupérer la couronne laissée par Martin Fourcade en 2020. Passant de l'ombre à la lumière, son règne a pu commencer de manière difficile peut-être. La saison suivante fut assez frustrante avec un goût d'inachevé. Et la vraie prise de pouvoir est donc arrivée cette année. D'abord en Coupe du Monde, Émilien Jacquelin a bien tenté de s'inviter sur le trône, mais c'est le Jurassien qui semble destiné à s'emparer du sceptre à la fin de la saison, le gros globe de cristal. Le nouveau roi de la discipline comptabilise à 29 ans 44 podiums, dont 13 victoires en Coupe du Monde et 2 titres de champion du monde sur l'ensemble de sa carrière. Comme son prédécesseur, il a également prouvé que rêver grand était possible sans être une fatalité, en affichant ses ambitions sur la Coupe du Monde et sur les Jeux. Quentin Fillon-Maillet est rentré de Pékin bien plus chargé qu'il n'était parti, 2 médailles d'or dans l'individuel et la poursuite, 3 d'argent en relais mixte et relais homme. J'ai l'impression qu'on tient vraiment cette année le sportif de l'année 2022. Déjà, en fait, voilà, il a un peu tué la concurrence. Quintuple champion sur une seule édition, c'est le meilleur résultat pour un athlète français, tout jeu confondu, été comme hiver. Et même dans l'histoire des Jeux Olympiques, il y a déjà tellement peu de disciplines où on peut aligner 5 médailles sur une seule Olympiade. Alors déjà que ce soit un exploit français, c'est retentissant. La plus belle, sûrement, la poursuite. Ou l'individuel. L'individuel, j'ai bien aimé aussi. L'individuel, ouais. Parce qu'il a vraiment roulé sur tout le monde. Ce qui est dommage sur l'individuel, c'est que c'est pas le bon format. Enfin, c'est pas le plus attrayant, mais peut-être c'est la plus belle. Mais sa performance, c'est peut-être la plus belle. Oui, tout à fait. Effectivement. La poursuite, c'était quand même un 20 sur 20 au tir. Il avait 25 secondes de retard sur Johannes Beu. Et il réalise donc ce 20 sur 20 au tir fantastique. Incroyable. Et il succède donc au doublé de Fourcade, qui avait fait or 2014, or 2018. Et donc, l'or reste français pour ce qui est de la poursuite. Donc oui, Quentin Fillon-Maillet, j'allais demander, mais déjà athlète de l'année ou... Oui, ça va être difficile de faire mieux, à part une victoire à Roland-Garros d'un Français, mais on voit pas trop de qui. Peut-être en cyclisme. En cyclisme, un Tour de France. À la Philippe, alors il faudrait qu'il fasse n'importe quel autre, mais... à la Philippe ayant déjà gagné le maillot arc-en-ciel, enfin bref. C'est autre chose, mais bon. Mais pour le biathlon, moi ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que comme Martin Fourcade, il a fait face aux frères Beu, toujours eux de toute façon, qui vont nous emmerder jusqu'à je sais pas quelle génération d'athlètes. Tarier qui a quand même fait là seulement son premier podium olympique, je crois. Enfin qui avait du coup lors de cette Olympiade a réalisé son premier podium olympique sur le. Il prend doucement le sprint. Il prend doucement la relève de son grand frère en fait, tout simplement. Et puis. Et Quentin Fillon-Maillet n'a pas parce qu'il a quand même été relativement seul par rapport à ces deux concurrents norvégiens qui étaient un peu en binôme. Lui, il était assez esselé. Les autres Français étaient à la ramasse par rapport à lui, en tout cas sur les épreuves individuelles. Et voilà, moi, je trouve que c'est une prouesse magistrale de réussir à pas céder à la pression justement en parlant de pression sur l'individuel, quand il a son arme qui s'enraye. Il voit Johannes Beu juste à côté de lui qui fait quasiment le plein. Je crois qu'il rate qu'une seule cible, et lui à côté de ça il arrive en retard après lui, et il a son arme qui s'enraye. Il a une douille qui reste coincée dans la chambre et qui est gelée par le froid, et il perd pas ses moyens. Il arrive quand même à l'enlever et il se reconcentre tout de suite dans sa course, et il arrive à ne manquer aucune cible et à tirer rapidement après ça. Je crois que les commentateurs avaient décelé une insulte. Ils s'en prenaient à son arme presque. Bah ouais, mais comment ne pas faire autrement, quoi. Bien sûr. Quentin Fillon-Maillet, du coup, peut-être l'homme de cette quinzaine, mais même l'athlète, peut-être toute discipline confondue, peut-être. Il y a le Russe Bolchunov au ski de fond qui fait 5 médailles, mais je crois que c'est 4 titres. Ou peut-être 5 titres. En patinage de vitesse aussi, il y a eu. Mais sinon, oui, c'est complètement avec Johannes, avec Reuseland, c'est les hommes et les femmes de ces jeux, c'est sûr. Bien sûr. Avant le dernier portrait de Maël, on fait rapidement un dernier petit top-flop. On parlait juste avant, pendant le off, des flops forcément de l'organisation et des sites de l'événement. Pour ceux qui l'auraient vu, les épreuves donc, de freestyle, de ski freestyle sont tenues dans une vieille zone industrielle. Elie nous le disait, nous l'expliquait aussi, mais pour nous occidentaux, ça paraissait indécent et inexplicable en fait de construire et d'investir autant dans une zone pareille, d'autant du coup que ça n'a rien à voir avec un côté hivernal, la neige
Il n'y a pas de montagne. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de relief. Mais donc, tu nous expliquais que c'était une valeur historique, du moins pour les Chinois. Voilà, pour les Chinois, mais c'est vrai pour les locaux. Mais... Pour nous, c'est compliqué. Mais Maël, peut-être tu voulais en parler plus. Non, mais en fait, c'est surtout Enfin, plus que les lieux, moi, ce qui m'a marqué et ce qui m'a beaucoup déçu, c'est le contexte particulier, bon, dû aussi au Covid, mais le fait que les invités soient uniquement des gens du parti, ça fait que disons que les célébrations et l'ambiance, ça donnait pas quelque chose de très naturel, quoi. J'ai trouvé tout très faux, très artificiel. Et voilà, je trouvais ça vraiment dommage. Ça m'a un petit peu caché le plaisir, je vais pas mentir. J'avoue que par exemple, pour ces épreuves de freestyle ou sans ça, je m'attendais vraiment à des... Enfin, j'espérais du moins avant que débute la quinzaine, mais à des tribunes ou enfin des structures qui font qu'il y a une vraie densité de personnes, une vraie joie, il y a de l'ambiance, il y a quelque chose de vivant. Donc, Mais non. Après, c'est un truc qui m'embête un peu, vraiment, c'est que c'est pas la première Olympiade, été ou hiver confondu, qui commence à poser problème sur les infrastructures. Il y a eu le Brésil avant où ça a été le cas, il y a eu Sochi où ça a été le cas aussi, Pyeongchang ça a été, il n'y a pas eu trop de débordements, et en fait tu te rends compte que sur les dernières éditions, les pays qui supposément doivent poser problème au niveau des infrastructures, dans lesquelles il y a possiblement des polémiques qui peuvent se créer facilement, il y a des polémiques. Le Brésil avec la main-d'œuvre, avec les infrastructures qui sont laissées pour compte. La Russie où c'est exactement la même chose, un village olympique complet qui a été abandonné complètement et qui est réutilisé une fois par an juste pour faire des grands prix autour. Et là, la Chine avec ces polémiques-là. Et en fait, je me rends compte que seuls les États, les pays européens, avec par exemple Londres qui a accueilli les JO de 2012, ne font pas polémique. Nous, avec Paris, qui essayons de mettre en place vraiment une dynamique de développement durable dans les Jeux Olympiques et que ce soit vraiment un paradigme important dans ces Jeux-là. Il y a juste Pyeongchang qui était aussi bien organisé et qui déroge un petit peu. Il y avait Tokyo aussi. Et Tokyo, oui, Tokyo effectivement, mais sinon vraiment, voilà, les pays où ça doit bien se passer, ça se passe bien, et les pays où il y a forcément possiblement de la polémique, la polémique arrive à chaque fois, quoi. C'est la question aussi sur laquelle on peut rebondir pour toutes les futures éditions. C'est aussi le choix du CIO qui veut diversifier, qui veut explorer aussi les 4 coins du globe, mais on tombe sur des villes candidates qui n'ont pas encore les structures, ou qui n'ont pas encore l'esprit olympique ou l'esprit sportif périn. Un esprit périn, et c'est là où on décide de dire non, c'est trop facile de cibler Paris, de cibler Londres, de cibler Los Angeles, mais c'est bien elles qui sont depuis toujours les mieux armées, c'est celles qui réutilisent, c'est celles qui sollicitent le mieux ces espaces-là, qui les exploitent le mieux. Et c'est vrai que du coup pour Pékin ils avaient le nid d'oiseau, mais bon, pour faire du ski, le nid d'oiseau ça a servi pour la cérémonie d'ouverture, quoi. Oui. Après voilà. C'est toujours compliqué, enfin pour faire danser les athlètes et agiter des drapeaux. Mais oui. à part pour ça servait à rien, quoi. Après, c'est un peu le principe d'un stade olympique, mais c'est vrai que le plus gros problème, c'est que personne ne veut les organiser, les Jeux. Ça coûte vraiment... Maintenant, ça coûte beaucoup trop cher. Moi, j'ai hâte de voir quand même ceux de Cortina qui vont être vraiment bien dans 4 ans. Cortina, c'est une valeur sûre au niveau du ski. Et... voilà, ils ont l'habitude, ils ont le feeling sur la Coupe du Monde, ils l'accueillent tous les ans. Ils ont accueilli les JO d'hiver 56 et donc la prochaine édition qui se tiendra, comme il le précise, en 2026 entre Milan et Cortina d'Ampezzo, donc dans le nord de l'Italie. En même temps, c'est les Alpes italiennes. C'est aussi là un très beau spot. Et très bel endroit. On retrouve des montagnes, on retrouve des Alpes. Voilà, même pour les skieurs, au final, je parle juste les skieurs, même rien ski. Il y a un confort aussi, il y a une attitude. Tout à fait. Puis il y a une vraie culture du ski, contrairement à la Chine où ça n'existe pas, il n'y a pas de... Mais les Jeux d'hiver ne se limitent pas au ski, on le sait. Et voilà. Mais bon. Du coup, on va finir, bien que peut-être un peu débordé, mais si tu veux faire une... Oui, j'ai 1 minute 30 pour vous parler de mon petit portrait. Alors moi, je vous parle de Clément Noël, le jeune slalomeur français de 24 ans, un Vosgien au départ. Et il quitte rapidement sa région d'origine et fait ses classes au club de ski de Val d'Isère. Et c'est un peu la chronique d'un prodige annoncé du ski français, champion national chez les élites à l'âge de 19 ans et champion du monde junior de slalom. Il est vu comme la relève de ses glorieux aînés, Jean-Baptiste Grange et Julien Liseroux. Alors un premier passage de témoin s'effectue en 2018, où Clément va chercher une surprenante 4e place, à seulement 20 ans. Et il confirme après sa progression en 2019, pour la saison 2019-2020, il signe la 2e place du Petit Globe de la Coupe du Monde. Il remporte
également plusieurs grandes victoires, hein, notamment un doublé Wengen Kitzbühel qui restera dans les mémoires. Mais il a connu un début de saison un petit peu plus difficile. Alors certes, il a gagné chez lui à Val d'Isère, mais il est sorti dans de très nombreux slaloms. Et en fait, on se demandait si son irrégularité pouvait lui jouer des tours pendant ces jeux. Et bien, ça n'a pas été le cas, puisque il a sorti une deuxième manche de folie et est allé conquérir le titre au nez à la barbe de Johannes Trolls, l'Autrichien. Donc voilà, c'était pour moi une des plus belles médailles de ces jeux, et surtout pas une médaille attendue. En fait, elle était attendue, mais avant attendu, toi. Le début. En fait, il était favori. Moi, je me souviens de la une, je l'ai retrouvé après coup. On va essayer d'aller chercher le titre, résister à la pression. Et Alexis, en gros, c'était une interview croisée. Alexis Pinturo qui essaie de dire à Clément Noël, ça va bien se passer. Enfin, il peut y avoir quelque chose de bien. Et au final, les résultats, ce que disait Maël, les résultats en janvier étaient pas du tout satisfaisants, en tout cas à la hauteur de lui, ce qu'il pouvait espérer, un peu comme Alexis Pinturo. Et il arrive au jeu et il claque ce super résultat, et surprise par rapport au résultat, mais au final par rapport à ce qu'on pouvait attendre de lui avant les jeux, pas forcément une si grande surprise, mais c'est un super résultat. En tout cas, il s'en est donné les moyens sur une seule, sur une seule course. Il s'est dit, je me donne à fond, comme Mel le disait, 6e de la première manche. Derrière, il rattrape son retard d'une manière prodigieuse. Ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas eu de titre comme ça sur le slalom. Ouais. Depuis, alors ça faisait 20 ans en slalom avec le titre de Jean-Pierre Vidal en 2002, et ça faisait 16 ans en ski alpin avec le titre d'Antoine Denarias en descente à Turin en 2006. Et pour un peu l'info, mais c'est vrai que cette médaille d'or, donc elle tombe le 16 février, 2 jours avant la 14e et dernière médaille française donc, de Justine Brezas-Bouget, et ces 2 médailles d'or nous font rentrer dans le top 10, puisqu'on n'avait que 3 jusque-là, et donc ces 2 dernières... 3 de Quentin. 3, dont 2 de Quentin. 2, pardon. Papadakis, Cizeron, comme nous, et Sophie, et puis on avait quand même 2 de Quentin. C'est vraiment pas mal. Et puis pour le petit mot, c'est un Lorrain, et comme je suis Lorrain, je suis encore plus content. C'est le Jura, mais je suis de Meuse, bon, j'en profite. Bon, on a un petit peu débordé, donc sur ce, je vais vous laisser, auditeurs, auditrices, avec les chansons de la nuit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on reviendra sur un format un peu plus habituel, on va dire. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne nuit. D'ici là, portez-vous bien, et puis nous, on se retrouve... plus tard. Dans une semaine pour certains. Oui. J'espère. Bye bye tout le monde. Salut.